L'imitation technique des activités humaines. Dès les civilisations les plus anciennes, les hommes ont cherché à utiliser leur savoir-faire technique pour construire des objets qui imitent les actions et les mouvements humains. Les objectifs de ces imitations ont cependant varié au cours des siècles, passant du rituel religieux à la pratique marchande ou à la spéculation intellectuelle. On peut ainsi considérer l'informatique comme une extension particulière de l'imitation des facultés intellectuelles. Mais la formation des concepts à l'origine de l'informatique et le développement des supports techniques qu'elle a utilisés dans sa préhistoire doivent beaucoup à des imitations plus anciennes qui touchent autant au corps qu'à l'esprit. En effet, l'imitation par des moyens techniques suppose une description formelle suffisante de ce que l'on veut imiter. La naissance et le développement de systèmes de description formelle d'activités humaines se confondent presque avec l'histoire de l'informatique en tant que discipline intellectuelle. Automates de l'Antiquité et horloges astronomiques. De nombreuses sociétés primitives utilisaient au cours de cérémonies rituelles des représentations humaines ou animales, ou encore des masques dont certaines parties étaient mobiles. L'automate, objet artificiel capable de mouvement, de son, d'action propre, est d'origine grecque, comme le mot automate lui-même, automatos, qui se meut par lui-même. On ne sait pratiquement rien des automates qui auraient existé dans l'Égypte pharaonique et en Mésopotamie. On ne connaît les automates grecs anciens antérieurs au IVe siècle avant Jésus-Christ qu'à travers quelques descriptions imprécises d'ouvrages philosophiques ou historiques. Il semble cependant qu'il y a eu très tôt un goût pour les représentations d'automates de théâtre et que les automates aient été considérés comme l'essence même de l'achèvement technique parce qu'ils copiaient les mouvements animaux ou humains qui défient la pesanteur. Leur construction s'est systématisée avec la fondation de l'école d'Alexandrie, 3e-1er siècle avant Jésus-Christ, qui nous a laissé plusieurs traités décrivant des animaux, oiseaux chanteurs, des objets automatiques, lavabos automatiques de Philon ou des automates de théâtre, cf encadré, les automates du théâtre d'Héron d'Alexandrie. Ils étaient mus par l'écoulement de l'eau ou du sable, Ctésibios et Philon, ou par la vapeur, Héron d'Alexandrie. Leur rapport essentiel au développement futur du calcul automatique sera leur programmation, terme abusif qui sert à exprimer la réflexion menée pour organiser dans le temps et dans l'espace les mouvements d'une machine au moyen de cordes ou par le remplissage progressif de réservoirs, ou encore grâce à la came, cet instrument qui permet de contrôler les déplacements successifs d'un taquet. L'agencement systématique des mouvements d'une machine, indiscutablement développé par les mécaniciens grecs d'Alexandrie, n'est que l'un des aspects très partiels de la notion moderne de programme. Enfin, les automates grecs, destinés avant tout à provoquer l'émerveillement devant l'ingéniosité du technicien, ne cherchaient pas à copier en détail les modalités du fonctionnement des êtres vivants. Les mécaniciens d'Alexandrie ont poursuivi leurs activités et créations, qui furent reprises au Moyen Âge par les mécaniciens byzantins et arabes. La forme des automates s'était entre-temps modifiée. Ils étaient principalement utilisés dans les horloges astronomiques dont l'apparition est extrêmement ancienne, notamment en Chine. À l'origine, tous les instruments de mesure du temps relevaient en quelque sorte de l'astronomie, que ce soit en vertu du principe utilisé, cadran solaire, ou par la présence d'un dispositif qui réglait le système de mesure en fonction de la période de l'année. Dans la clepsydre, horloge à eau de Ctésibios d'Alexandrie, 3e siècle avant Jésus-Christ, un dispositif composé de réglettes graduées permettait de régler la vitesse d'écoulement de l'eau en fonction du jour de l'année. Mais les horloges astronomiques des Chinois, des Arabes et des chrétiens du Moyen Âge présentaient des aspects encore plus importants pour ce qui est du calcul automatique. On y trouve, en effet, en plus du déclenchement d'automates à certaines heures, des informations astronomiques de plus en plus riches. L'état des phases de la Lune, la position des planètes, la précession des équinoxes, la date des jours fériés religieux, etc., ont ainsi été incorporés dans un système à moteur unique et à transmission complexe. C'est l'ensemble du savoir humain sur l'univers macroscopique que l'on cherchait à résumer dans une machine. Les horloges astronomiques les plus célèbres sont celles de Strasbourg,
en particulier la version de 1594, de Saint-Jean à Lyon 1660, de Wells en Angleterre 1394, de Lund en Suède 1597 pour la version actuelle, de Prague 1490. Elles se sont répandues en Occident à partir de 1280. Leur fabrication réunissait le plus souvent mathématiciens et artisans horlogers. Elles effectuaient des calculs implicites d'une grande complexité. On peut voir là les ancêtres des calculateurs analogiques. Ces horloges constituaient en outre un modèle mécanique du mouvement des astres, car les paramètres du modèle ne pouvaient varier. La programmation était donc limitée, comme dans les automates grecs. Les automates du théâtre d'Héron d'Alexandrie. Fondé par Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ, Alexandrie devient rapidement un des centres intellectuels les plus importants du monde. Archimède y fait ses études. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ s'y développe une école d'ingénieurs dont les travaux nous sont connus grâce aux écrits de Ctésibios vers 300 à 270 avant Jésus-Christ, Vitruve vers 25 avant Jésus-Christ et Héron vers 62 après Jésus-Christ. Ce sont de grands innovateurs. Ctésibios est par exemple le créateur de la clepsydre, mais leurs inventions n'ont pas de fonction utilitaire. Nous les considérerions aujourd'hui comme des jouets. Oiseau chanteur, éolipile, petite turbine à vapeur utilisée pour faire tourner une sphère, ouverture automatique des portes du temple grâce à la chaleur d'un feu sacré, distributeur d'eau bénite à péage sont autant de réalisations attribuées à Héron. Avec la vogue romaine des grands spectacles scéniques, ce dernier réalise aussi des décors automatiques. Un chariot, mu par un système compliqué de poulies, d'enroulement de cordes et programmé par l'écoulement d'une masse de sable, pénètre sur la scène en portant un élément du décor et repart en coulisses au bout de quelques instants, sans la moindre intervention extérieure au mécanisme. Pour les contemporains, ces objets dénotaient probablement une grande compréhension de l'univers par l'homme et la capacité de rivaliser avec les dieux créateurs. Théâtre de la mémoire et automate de l'époque classique. On peut retrouver de façon plus directe dans les théâtres de la mémoire, projet de plusieurs philosophes depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, l'idée d'une machine mettant en représentation le savoir humain. Le principe en était de réunir dans un instrument, sous la forme de combinaisons de mots, l'ensemble du savoir propre à un domaine. Le premier de ces systèmes à être présenté sous la forme d'un objet, c'est l'Ars Magna de Raymond Lull, 1235-1315. Mais les théâtres de la mémoire trouvent leur origine dans le fond très ancien des techniques de mémorisation. L'Ars Magna était conçu comme système de questions et réponses. On formulait une question par combinaison de mots en faisant pivoter les disques qui composaient l'objet. La réponse apparaissait sur la partie opposée. On y traitait de rhétorique théologique et des preuves de l'existence de Dieu. Comme pour la plupart des théâtres de la mémoire, l'objet même n'a jamais été réellement construit. L'essentiel pour le philosophe était d'affirmer la possibilité de sa réalisation. Des systèmes analogues, également présentés sous la forme de disques concentriques, ont été conçus d'abord par Giulio Camillo, qui a effectivement construit un théâtre de la mémoire vers 1530, puis par Giordano Bruno en 1582 sous le nom de roue de mémoire. Au XVIIe siècle, étant donné l'importance attribuée à la grammaire, les systèmes proposés ont surtout visé à la formation de toutes les phrases possibles. Mais l'on s'est rapidement rendu compte que certaines des phrases formées par application des règles de la grammaire n'avaient pas de sens ou énonçaient des contre-vérités. Dans Les Voyages de Gulliver, 1726, Jonathan Swift décrit une machine à former toutes les phrases possibles. Il imagine que l'opérateur fait le tri pour conserver celles qui présentent un intérêt. Auparavant, Gottfried Leibniz, dans son projet de caractéristiques universelles 1666-1676, avait abordé différemment l'idée d'un calcul logique en attribuant des nombres aux propositions. Cette approche préfigurait des systèmes logiques comme celui de Boole. Il s'agissait d'utiliser à la fois la combinaison pour former les énoncés et l'analyse logique pour en déduire les énoncés vrais. Les théâtres de la mémoire ont exercé une grande influence dans des domaines très différents. L'utilisation de la grammaire et des combinaisons pour former des phrases se reflète dans la construction des langages formels, si importante pour la formation des langages de programmation.
La notion de calcul logique trouve ses développements dans l'algèbre de Boole et l'implémentation technique du calcul binaire. L'idée d'une capitalisation technique du savoir et de la déduction réside à l'origine de certaines bases de données et des systèmes experts. Cependant, tous ces prolongements sont passés par de nombreux détours historiques et techniques. L'extraordinaire renouveau de la construction d'automates au XVIIe et XVIIIe siècle ne peut se comprendre que par le développement général du savoir-faire et par l'importance qu'on leur donnait dans les projets philosophiques de l'époque. Les automates animaux ou androïdes des XVIIe et XVIIIe siècles n'étaient plus seulement destinés à surprendre et à émerveiller. Ils devaient aussi reproduire jusque dans le détail les mécanismes mêmes du fonctionnement des êtres vivants. Ils jouaient un rôle d'argument dans le débat philosophique en prouvant qu'une grande part du fonctionnement des êtres vivants relevait des lois de la mécanique naturelle. Ces automates étaient parfois explicitement présentés comme outils d'expérimentation qui favorisaient l'acquisition d'un savoir. Les constructeurs les plus fameux étaient Jacques de Vaucanson, von Knaus en Allemagne, joueur de flageolets, machine parlante, Pierre et Henri-Louis Jacquet-de-Rose en Suisse, écrivain, dessinateur et musicien vers 1770, l'abbé Michal, 1783, automate parlant, et Anton Felkel, vers 1780 à Vienne. Automate et machine de Jacques de Vaucanson. Né à Grenoble, Jacques de Vaucanson, 1709-1782, est surtout connu pour ses automates, alors que ceux-ci ne représentent qu'une petite partie de son activité et de ses contributions à la mécanique. Dès sa jeunesse de novice chez les Minimes à Lyon, il construisait des anges automatiques, mais le provincial ayant fait détruire son atelier, Vaucanson s'est fait relever de ses vœux. Monté à Paris pour y étudier la mécanique, il y construit son premier androïde, un joueur de flûte, présenté au public en 1737. Ce premier automate, qui ne bouge que les lèvres et les mains, il est suivi de beaucoup d'autres de plus en plus complexes. Le plus célèbre est le canard, qui se dandine de manière fort réaliste et absorbe les aliments qu'on lui présente. Pour réaliser les intestins de son automate, Vaucanson invente le tuyau de caoutchouc. Mais il se fatigue vite de cette vie de montreur de tomates et vend sa collection en 1743. En 1741, il est nommé inspecteur des filatures de soie, ce qui lui permet de mettre au point un métier automatique, précurseur direct de celui de Jacquard. Le génie mécanique de Vaucanson ne s'arrête pas là, il réalise, entre autres, l'un des tout premiers tours à métaux, ainsi qu'une machine à produire des chaînes sans fin. Vaucanson consacre ses dernières années à réunir machines et appareils extraordinaires qui seront à la base de la collection du Conservatoire national des arts et métiers, fondé en 1794. Les automates de l'époque classique représentent une étape fondamentale dans l'élaboration des outils théoriques et techniques de l'informatique. Et ceci pour deux raisons. Ils prouvaient d'une part qu'on était capable d'agencer des machines extrêmement complexes, notamment des machines à calculer beaucoup plus élaborées que celles de l'époque. D'autre part, certains de ces automates, particulièrement les musiciens, écrivains, dessinateurs et les machines parlantes, étaient dotés de programmes interchangeables, qui leur permettaient d'écrire différentes phrases, de jouer différents morceaux, de tracer différents dessins ou de prononcer différentes suites de mots. Le programme interchangeable avait comme support un cylindre à picot, déjà utilisé au XVIIe siècle dans quelques instruments de musique automatique allemands et suisses, ou bien un arbre garni de disques dans lequel se fichaient des cames interchangeables. On peut encore voir fonctionner aujourd'hui l'écrivain de Pierre Jacquet-de-Rose ou le dessinateur de son fils Henri-Louis, conservés au musée de Neuchâtel. Ils sont programmés par des cames interchangeables. Mais c'est seulement grâce aux automates industriels, en particulier au métier Jacquard, que cette technique remarquable a gagné le domaine des machines à calculer. Les systèmes logiques. Leibniz, le premier, a conçu le projet d'une logique qui se présente sous la forme d'un calcul mathématique où chaque idée ou proposition se voit attribuer un nombre et où les opérations de déduction sont remplacées par des opérations sur ces nombres. Il a même remarqué le parallélisme entre l'opération logique et la multiplication, de même qu'entre l'opération logique ou et l'addition, sans pour autant réussir à fonder un système logique formel complet.
En 1775, le comte Charles Stanhope, 1753-1816, a construit une petite machine logique qui permettait d'effectuer des opérations élémentaires sur le nombre d'éléments vérifiant un prédicat. Malheureusement, le livre où il expliquait son système n'a jamais été achevé. Le logicien anglais George Boole, 1815-1864, a établi le premier des nombreux systèmes logiques mathématiques. Dans Les lois de la pensée, 1854, Boole présente son système comme un modèle du raisonnement scientifique et plus généralement du raisonnement déductif. L'algèbre de Boole a eu un curieux destin dans l'histoire de l'informatique. Elle est à l'origine d'une lignée de machines logiques capables d'exécuter certains calculs, parfois plus rapidement qu'un être humain. Ces engins n'ont eu que peu d'influence sur l'histoire des machines à calculer. En revanche, à partir de 1938 et des travaux de Shannon, l'algèbre de Boole a constitué le fondement théorique essentiel des opérations élémentaires à caractère logique destinées à effectuer les calculs dans les ordinateurs. Cette mise en sommeil de près de 100 ans n'a rien de surprenant. La réalisation de calculs à partir d'opérations logiques ne présentait aucun intérêt particulier avant l'apparition de technologies électromagnétiques et électroniques adaptées à sa mise en œuvre et surtout l'élaboration d'une théorie logique de la calculabilité capable d'en organiser l'usage. Formalisation du calcul jusqu'à Turing. Le premier problème qui s'est posé en matière de formalisation du calcul. Définir les moyens d'expliquer comment effectuer un calcul donné. Le symbolisme algébrique auquel nous sommes habitués consiste par exemple à poser l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0. Pendant les premières années de l'histoire des mathématiques, l'explication d'une méthode de calcul se faisait à travers un exemple d'application sur des nombres particuliers. Vers 275 après Jésus-Christ, Diophante a introduit l'usage d'un symbole pour représenter une inconnue. La méthode algébrique dite symbolique est apparue au XVIIe siècle après une étape intermédiaire durant laquelle on utilisait dans des descriptions en langage courant des abréviations au lieu de mots entiers. Dans l'algèbre symbolique, paramètres comme inconnus sont représentés par des symboles. Les mots algèbre et algorithme sont d'origine arabe, mais pour les mathématiciens qui les employaient autour de l'an 100, ils n'avaient pas le sens que nous leur donnons aujourd'hui. Le mot algorithme désignait notamment des méthodes qui permettaient d'effectuer des opérations élémentaires, addition, multiplication, etc., décrites en langage courant au travers d'un exemple numérique. Ces méthodes, même informelles, ont joué un rôle important dans la conception de machines à calculer. Les systèmes logiques formalisés ont été élaborés dans la deuxième moitié du XIXe siècle par Hamilton, Morgan, Venn et Peirce, entre autres, parallèlement à l'effort de formalisation des fondements des mathématiques, entrepris notamment par Georg Cantor et Richard Dedekind. Le programme de Hilbert, 1900, a fixé solennellement un objectif à l'activité mathématique, la création d'un système logique permettant de traiter la question de la décidabilité, c'est-à-dire le fait de savoir si tel ou tel énoncé peut être considéré comme vrai ou faux à partir d'un ensemble d'axiomes donnés. Il s'interrogeait aussi sur la définition des fonctions dites calculables dont la valeur pouvait être obtenue par un nombre fini d'opérations selon une méthode préétablie. Une floraison de systèmes formels de calcul est sortie de ce programme de recherche, ou en réaction contre lui. Certains restaient proches de l'expression mathématique usuelle, comme la théorie des fonctions récursives. D'autres étaient décrits comme des machines abstraites, en particulier les machines de Turing. L'espagnol Torres y Quevedo, 1852-1936, avait suivi cette dernière voie dès 1901, avec ses essais sur l'automatique. Mais des problèmes de conception technique ont empêché l'évolution des machines choisies pour ces expériences, limitant la portée de ces remarquables travaux. Alonzo Church, Kurt Gödel, Johannes von Neumann, Alan Turing, Barclay Rosser, Stephen Kleene, Haskell Curry et Emil Post sont les principaux concepteurs de systèmes formels modélisant le calcul et la décision. Tous leurs travaux ont abouti entre 1929 et 1938. Contrairement à la démarche purement logique de Bertrand Russell et Alfred Whitehead au début du siècle, leur système traitait calcul et logique comme un seul problème.
Il se demandait à la fois quelles sont les fonctions calculables en un nombre fini d'opérations suivant une méthode préétablie et quels sont les problèmes auxquels on peut apporter une réponse dans une théorie mathématique à partir de ces axiomes et de ces principes de déduction. En 1935 et 1936, on a démontré que ces systèmes formels, si différents en apparence, étaient équivalents. Ils définissaient les mêmes ensembles de fonctions calculables. Ces résultats ont conduit Alonzo Church et Alan Turing à énoncer leur thèse dite de Church-Turing, établissant l'équivalence entre la calculabilité dans un de ces systèmes et la calculabilité en général. Dès lors, existait une base théorique pour évaluer et comparer les machines à calculer et leur programmation. Parmi ces théoriciens, plusieurs se sont effectivement engagés dans la construction de machines à calculer. Deux d'entre eux, Johannes von Neumann et Alan Turing, ont joué un rôle primordial. Les systèmes formels comme le lambda calcul, la logique combinatoire et les machines de Turing sont encore aujourd'hui une base importante de la réflexion théorique sur le calcul. Ils sont présentés brièvement dans les éléments d'informatique théorique. La réflexion sur les fondements des mathématiques a abouti avec Kurt Gödel à la preuve qu'il est impossible de formaliser totalement ces fondements. Elle a néanmoins amorcé de façon essentielle le développement de l'informatique. Alan Turing, des machines de Turing aux premiers ordinateurs anglais. Alan Turing, 1907-1954, est probablement l'un des génies les moins connus de notre siècle. Mathématicien et logicien, il publie en 1936 un article sur les nombres calculables dans lequel, entre autres, il introduit la notion de machine universelle ou machine de Turing, c'est-à-dire qu'il définit la possibilité de mécaniser tout processus algorithmique. Cette idée formalise et développe les intuitions de Babbage. Et c'est en se rappelant les travaux de Turing que von Neumann rédigera en 1945 le premier projet de rapport sur l'EDVAC qui marque le véritable début de l'ère des ordinateurs. Pendant la guerre, Alan Turing travaille au service cryptographique britannique, le Government Communication and Cipher School. Il fait partie de l'équipe qui réussit à déchiffrer l'ensemble des messages militaires nazis codés par l'Enigma et ses dérivés. Pour réaliser ces décryptages, Turing met au point une première série de calculateurs électromécaniques, les Heath-Robinson, et son influence est déterminante sur l'équipe qui construit les Colossus, les premiers calculateurs électroniques jamais réalisés. Mais ils sont couverts par le secret défense et leur existence ne sera révélée que dans les années 70. Après 1945, Turing et ses collèges du GC et CS forment l'ossature du programme de développement des ordinateurs en Grande-Bretagne. Les Anglais se révèlent à la pointe des recherches, c'est la surprise générale car les réalisations de la guerre sont inconnues. Ainsi, le premier vrai ordinateur à programme enregistré fonctionne en Grande-Bretagne dès 1949, il s'agit de l'EDSAC de l'université de Cambridge. Alan Turing en conçoit plusieurs et participe à leur réalisation. Fasciné par leurs possibilités, il est convaincu que ces machines seront bientôt capables d'intelligence. En 1951, dans un article de la revue Mind, Turing définit ce que l'on va appeler le test de Turing, les conditions qui permettent de dire qu'une machine est intelligente, ouvrant ainsi le champ des recherches sur l'intelligence artificielle. La réflexion sur la production matérielle et les machines en général. Les ordinateurs sont avant tout des machines physiques. Il n'est donc pas surprenant que la réflexion sur les machines en général et leur environnement ait joué un rôle dans la définition de nombre de leurs caractéristiques. Dans toutes les grandes époques techniques, comme celle de l'école d'Alexandrie ou la Renaissance, le rapport entre activité humaine et machine ont été l'objet d'une réflexion systématique. Cependant, ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle et au début du XIXe siècle qu'apparaissent des systèmes de réflexion suffisamment structurés pour orienter le développement technique lui-même. Ils se manifestent en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France sous les noms de technologie, technonomie ou sciences des machines et des manufactures. Avant même l'étude théorique des machines, c'est la réflexion sur le processus général de production qui a joué un rôle dans l'histoire du calcul. On a déjà noté que c'est par l'application de Prony d'un schéma de division du travail pour le calcul de tables de fonctions numériques qui a influencé Charles Babbage dans l'idée de construire une machine à calculer.
La théorisation du processus de production industrielle par Gérard-Joseph Christian, 1778-1832, et Babbage lui-même, a joué un rôle également important. Ces auteurs ont décrit la production dans une manufacture comme une succession d'opérations de transformation, par des hommes ou par des machines, depuis les matières premières jusqu'au produit final. Leur modèle d'usine est une boîte dans laquelle pénètrent des flux de matières premières qui y sont malaxés et traités suivant un schéma d'organisation préétabli. Ce modèle se retrouve dans la conception générale et le nom des organes de la machine analytique de Babbage. Des ingénieurs allemands du XIXe siècle, notamment Franz Rollo, 1829-1905, ont essayé de définir une méthode axiomatique de description et de conception de machines quelconques à partir de l'étude de leurs mouvements. Mais cette théorie a eu peu de répercussions sur le développement technique même. La notion de régulation par rétroaction et de son traitement cybernétique a permis de franchir une nouvelle étape. La régulation par rétroaction guide le fonctionnement d'une machine par des mécanismes qui perçoivent son état à un instant donné. Il s'agit d'une notion très ancienne. Au 1er siècle de notre ère, Philon d'Alexandrie avait conçu une horloge à eau où l'arrivée du liquide dans un réservoir dépendait de la quantité d'eau déjà présente. Mais cette régulation reposait sur la transmission mécanique de l'état d'une partie de la machine aux autres parties, ce qui limitait son application à quelques cas très simples. L'invention du servomoteur, Farco 1868, et du relais électromagnétique, Wheatstone 1843, a permis de distinguer la transmission d'informations dans une machine de l'action mécanique. On en est ainsi arrivé à des machines comportant des senseurs, des organes de contrôle, des organes de répercussion, servomoteurs, d'abord appelés servomécanismes, puis machines cybernétiques vers 1930. La première machine de ce type est un pilote automatique conçu en 1912 par Elmer Sperry, 1860-1930 pour un avion Curtiss. Le contrôle des machines a été formalisé sous le nom de cybernétique par Norbert Wiener, et ce modèle a fortement influencé Johannes von Neumann lorsqu'il a conçu la structure des ordinateurs en 1945. Depuis 1945, ce sont les autres machines physiques qui sont conçues sur le modèle des ordinateurs plutôt que l'inverse. L'invention des ordinateurs a contribué au succès du modèle cybernétique et à l'introduction des organes de contrôle et de commande informatique dans les machines les plus diverses. Et on va revenir sur Charles Babbage. Charles Babbage, inventeur et penseur de machines. Charles Babbage, 1791-1871, est connu comme le grand-père des ordinateurs. En son temps, ce penseur et scientifique a été remarqué pour ses travaux sur le calcul différentiel, les statistiques, la fondation de la British Society for the Advancement of Science, de la Royal Astronomical Society et de la Statistical Society. Passionné par le progrès, il s'intéressait au développement de l'industrie et en 1832, son traité sur l'économie des machines et des manufactures a connu un grand retentissement dans toute l'Europe. Cet ouvrage montre l'importance de la division du travail dans les opérations de l'esprit. Il explique comment des opérations mathématiques compliquées peuvent ainsi être réalisées par des machines. Depuis 1823, Babbage travaillait sur une machine à différence, destinée à réaliser des tables mathématiques. La précision des mécanismes est à la limite des possibilités technologiques de l'époque, mais Babbage loue les services d'un des meilleurs ingénieurs et se lance dans la fabrication des tours et des machines nécessaires à la réalisation de son calculateur. Malgré un financement public, le travail traîne et dépasse nettement son budget. À l'exception d'un petit prototype, Babbage n'achèvera jamais sa machine à différence. Dès 1835, il avait aussi conçu le projet d'une machine analytique capable d'effectuer tout un ensemble de calculs mathématiques, outre les calculs fondés sur les différences. Babbage consacrera l'essentiel de ses forces et de ses moyens à cette machine sans arriver à la terminer. Mais il ne fait aucun doute que la machine analytique de Charles Babbage est le précurseur direct de nos ordinateurs modernes.